Bonjour Eric, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Eric, tu es député de la France Insoumise et tu es président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs un peu à ce titre que je t'interviewe aujourd'hui, parce que Emmanuel Macron a fait une annonce il y a quelques jours, une annonce sur la loi de programmation militaire 2025-2030. Il a annoncé que l'enveloppe de cette loi va s'élever à 413 milliards d'euros. Ça fait à peu près 57 milliards d'euros par an sur 7 ans. Cette loi, elle va bien sûr passer à l'Assemblée nationale, elle va bien sûr passer par la commission des finances. A priori, ça va être plutôt au début de l'été, hein. On parle d'un vote avant le 14 juillet prochain. C'est inédit depuis 1960, un budget militaire à cette hauteur-là. Le député Renaissance Benjamin Haddad a dit sur Twitter la guerre est de retour, il faut réarmer. Est-ce que tu es d'accord avec ce type d'argument? Est-ce que tu penses effectivement qu'il faut réarmer et que ce budget est justifié? Déjà, premier terme de sa phrase, c'est la guerre est de retour. Je pourrais réagir là-dessus déjà. Bon. Manifestement, la guerre est de retour, en tout cas en Europe, oui, c'est clair. Ukraine aussi, on a une guerre qui dure. Il faut avoir une certaine mémoire quand même. C'est pas quelque chose de nouveau depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu la guerre quand même liée sur la question du démembrement de la Yougoslavie, mais enfin là, elle prend des formes très importantes. Et surtout, j'ai l'impression que nous sommes, et c'est mon inquiétude, dans une période qui ressemble un peu avant la guerre de 14. Si on se souvient de la guerre de 14, c'est l'issue tragique de la première mondialisation capitaliste, avec une mise en concurrence entre des blocs économiques sur fond d'accès aux matières premières, etc. Bon, là, on voit bien qu'il y a de ça. Alors, est-ce que pour autant, ça va forcément dégénérer ça, dans une situation de guerre généralisée? Je crois qu'on n'en est pas là et qu'on peut l'éviter. Bon, enfin, en tout cas, c'est un contexte mauvais. Bon, et par rapport à ça, moi, j'ai une vision d'une France indépendantiste qui puisse jouer un rôle pour la paix. Et pouvoir jouer un rôle pour la paix en tant que France indépendantiste, c'est-à-dire qu'il n'est pas aligné sur aucun des blocs, notamment qui sort de l'OTAN, c'est le fait de pouvoir assurer notre défense. Non pas dans l'idée d'avoir des armes offensives, il n'est pas question de ça, mais notre défense de façon à pouvoir jouer ce rôle-là. Bon. Et à partir de là, il faut regarder quel est le budget nécessaire pour pouvoir l'assurer dans un contexte où on voit bien que là, par rapport aux différents conflits qui ont lieu actuellement dans le monde, y compris des conflits où la France n'a peut-être pas à être d'ailleurs, mais enfin en tout cas, on n'est pas à la hauteur. Il y a un problème, et ça fait longtemps, le général de Villiers l'avait dit. Donc, si je résume ma position, est de dire que on doit faire les efforts de notre politique étrangère, à partir du moment où elle n'est pas politique diplomatique et politique éventuellement à certains moments militaire, à partir du moment où elle n'est pas inféodée derrière un bloc, notamment le bloc de l'OTAN, et que cet effort passe par s'en donner les moyens financiers. Après, la question, c'est dans un moment où on nous dit qu'on est à l'euro près, est-ce qu'il n'y a pas déséquilibre par rapport au budget? On va y revenir, mais d'abord, du coup, sur le fond, tu sembles être en accord avec ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, puisque Emmanuel Macron, en gros, il n'a pas exactement présenté la façon dont allaient être ventilés les crédits, mais il a mis l'accent sur la dissuasion nucléaire, il a mis l'accent sur la défense anti-drone, il a mis l'accent sur la construction en fait, d'un arsenal de défense aérienne qui pour l'instant est un peu vieillissant, voire assez absent en fait, sur le territoire français. Donc il va finalement un peu dans ton sens. Oui, mais c'est là où le bas blesse, c'est que une fois que tu affirmes ce genre de choses, il faut qu'on puisse avoir une réflexion sur les objectifs. Je te le redis, c'est pas la même objectif de dire que tu vas faire un effort d'armement en étant dans une alliance atlantique derrière les États-Unis que si tu le dis, tu le mets au service de la paix. Donc quels sont les objectifs de la France? Bon. Et à partir de ces objectifs, quels sont justement les moyens militaires à mettre en place? Et ça passe par un débat parlementaire. Il n'y a pas de débat parlementaire. Il y a un groupe de travail qui avait été mis en place, manifestement, et d'ailleurs c'est pour ça que les députés, le commissaire de défense en sont sortis, manifestement, on ne lui donne aucun rôle pour essayer d'échafauder le pendant de cette augmentation budgétaire qui devrait être un livre blanc pour savoir où on va. Bon, et ça on ne le sait pas.
tu peux mettre de l'argent pour la défense et avoir un argent utilisé à des fins diamétralement opposées. Si c'est utilisé à des fins à des fins impérialistes ou à des fins de conquête ou à des fins de servir les intérêts nord-américains ou des intérêts d'alliance qui se prononcent de manière alignée dans le monde, bah, je ne suis pas d'accord. Si c'est pour mettre de l'argent parce qu'on a besoin d'une politique justement qui nous permet d'avoir une politique indépendantiste, on a besoin de travailler sur la protection du climat, du fait que la France a un rôle central dans le monde puisqu'elle est le deuxième pays en termes de surface maritime, qu'on est sur toutes les mers du monde et qu'on voit bien que là, il peut y avoir un rôle d'une défense altermondialiste et puis en même temps écologiste quelque part, c'est-à-dire qui veille à ça. Là, c'est tout autre chose. Mais ça, pour ça, il faut le définir. Or, le problème, c'est que là, manifestement, le Parlement n'aura rien à dire et c'est la décision d'un seul homme. Et ça, c'est pas possible. Mais en même temps, c'est vrai depuis très longtemps, hein. On sait que genre, la défense, l'armée, c'est un des précarés de l'exécutif et que le Parlement, effectivement, a à se prononcer dessus lorsqu'il s'agit de crédit, mais lorsqu'il s'agit de déployer des forces... Oui, mais tu sais que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec la Ve République et nous ne sommes pas d'accord avec le fait de laisser aux mains d'une seule personne le soin de prendre des décisions aussi importantes. Voilà. Donc là-dessus, on ne pourra pas accepter une telle augmentation. En gros, c'est à peu près un tiers par an d'augmentation par rapport au dernier budget, sans qu'il y ait un débat approfondi et qu'on sache où on va et pourquoi on va. Et pour l'instant, ça ne prend pas le chemin. Donc voilà un peu le regard qu'on a à l'instant T sur ce budget annoncé. Donc en gros, toi, tu dis, oui, pourquoi pas l'augmentation de nos dépenses militaires, mais il faut qu'on sorte de l'OTAN. Je dis oui, pourquoi pas, mais dans quel objectif ? Au service de quelle politique internationale ? Il y a un truc qui commence à se dessiner, c'est par exemple, on voit le repli relatif de l'armée française, notamment sur le continent africain. C'était la fin de l'opération Berkane, etc. Avec un redéploiement un peu comme tu étais en train de l'esquisser sur nos territoires ultramarins, notamment dans la zone Indo-Pacifique. Donc ça va un peu dans ce sens-là. Le seul truc, c'est que effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de discours véritablement établi sur la base duquel on pourrait débattre. Mais au fond, c'est un peu ce qui est en train de se passer dans les faits. Oui, mais sauf que c'est au service de quels intérêts ? Je veux dire, si à certains moments la France... La défense anti-aérienne, c'est de la défense... si on met des trucs de défense anti-aérienne à Strasbourg ou que sais-je, alors c'est... Et la dissuasion nucléaire aussi. Mais donc oui, mais là pour l'instant, que je sache, la politique de la France dans le monde n'est pas une politique altermondialiste et d'une France indépendantiste et non alignée, c'est pas ça. Elle n'est pas une politique qui par exemple, imagine une coopération réelle d'intérêt mutuel avec les pays africains. Elle a encore quelque chose de très néocolonialiste en réalité dans sa façon de faire, y compris pour des ressources, que ce soit l'uranium ou autres, qui nous sont nécessaires pour X raisons ou pas. Enfin, on voit bien que c'est pas l'idée d'une France au service de la paix qui est défendue. Donc tout ça, ça a quand même une importance. Moi, je refuse qu'on imagine d'augmenter sans arrêt le budget militaire si demain c'est pour couvrir je ne sais quelle intervention militaire française pour des intérêts qui ne seront pas ceux de notre pays ou de la vision que j'ai des échanges dans le monde. Voilà, ça me semble... Et ça, c'est le fond de tout. L'armée, c'est un outil. La défense, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Au service de quelle politique ? Ça, il faut que ça soit défini. D'aucuns font aussi le lien, tu as commencé à le faire tout à l'heure, entre l'augmentation de ces défenses, qui sont relativement importantes. On parle de plus de 15 milliards d'euros par an en plus pour l'armée. Et d'autre part, je sais pas, ce qui manque dans le système de retraite, ce qui manque à l'hôpital, ou ce qui manque à l'éducation nationale, dont, je rappelle, le budget d'éducation nationale va commencer à ressembler à celui de l'armée, puisqu'il est autour de 60 milliards d'euros, et celui de l'armée va aussi approcher 60 milliards d'euros par an. Comment est-ce que tu te situes par rapport à ça ? Est-ce qu'il faut enlever à Paul pour réhabiller Pierre ou... En tout cas, il ne faut pas les mettre en concurrence. Donc si on ne les met pas en concurrence, il faut se dire que si on est capable de faire ça pour la défense, c'est-à-dire un tiers de budget en plus par an, ce qui n'est pas rien quand même si avec l'inflation ça fait un peu moins, on doit être capable de le faire pour d'autres enjeux tout aussi fondamentaux pour l'intérêt de notre pays et de son peuple. Je prends un exemple, la question climatique. Elle est tout aussi urgente et même vitale que la question de la défense militaire. J'espère qu'on s'en rend compte. Bon, Pisani-Ferry, il n'y a pas longtemps, je le cite parce que c'est
Nous, on avait sorti des chiffres pour la campagne présidentielle. Enfin, quand il explique, un économiste qui était un soutien de Macron, que pour espérer atteindre 2 degrés de réchauffement, il faudrait 70 milliards d'investissements de plus par an, dont, dit-il, lui, la moitié au moins de l'État. Bon, nous, on pense que ça doit être surtout l'État, mais des puissances publiques, on en est très loin. Donc ça, c'est pas possible de nous dire on est à l'euro près, comme dirait le maire, sauf dans un domaine, c'est la défense, et puis le reste va cotiser pour qu'on puisse mettre de l'argent à la défense, parce que puisqu'en même temps, ils ne veulent pas augmenter la dette, ils ne veulent pas augmenter les impôts, ils ne veulent pas taxer les plus riches, on peut se dire que si on met de l'argent comme ça à la défense, il va falloir le prendre ailleurs. Où ça? À l'éducation nationale, à la santé, avec l'état de nos hôpitaux, sur ce qui est climatique, où il n'y a déjà pas assez d'argent. Donc là, c'est là où, évidemment, il y a une contradiction qui est énorme. J'ai une dernière, un dernier thème à aborder. C'est celui, finalement, de ce qu'on appelait, en fait, pendant le XXe siècle, le complexe industrialo-militaire. Et en vérité, on n'en parle plus tellement dans ces termes-là. Or, pour autant, il existe toujours. La France est redevenue le troisième pays exportateur d'armes dans le monde. On a une industrie de la défense avec Dassault et compagnie qui est très florissante, qui rapporte beaucoup d'argent. On sait à quel point l'État joue un rôle clé pour aider à vendre des Rafales à l'étranger, ça on l'a bien compris, mais aussi en vérité tout ce qu'on va acheter en fait à Dassault en matière de technologie de pointe notamment, qu'on va faire essayer à l'armée. Après, c'est ça qu'on va pouvoir aller vendre aux Qataris, aux Émiratis, à la Chine et compagnie. Est-ce que ça, c'est quelque chose que, je ne sais pas, à la France insoumise, vous comptez, si jamais un jour vous prenez le pouvoir, détricoter? On est pour un pôle public de l'armement, pour être très clair. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer... c'est une chose de dire que la France ne peut pas être dépendante en termes d'armement, en termes d'aviation, d'autres puissances dans le monde, et notamment de puissances qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts économiques qu'elle, etc. Mais c'en est une autre de dire qu'au nom de ça, on va effectivement utiliser ça n'importe comment, parce que c'est bien naturel. À partir du moment où c'est des boîtes privées qui utilisent tout ça, elles vont essayer de vendre, y compris à vendre à des gens avec lesquels on est en total désaccord pour les armées. Je pense notamment, par exemple, à ce qui s'est passé à un moment donné vis-à-vis de l'Arabie Saoudite dans la guerre par rapport au Yémen. Donc, pour qu'il n'y ait pas ça, il faut qu'il y ait un pôle public de l'armement. Voilà. Ça ne doit pas être sur l'armement sur lequel on doit faire des bénéfices et des profits. Donc, ça veut dire quoi? Nationaliser Dassault, qui est par exemple une de nos industries de pointe en la matière? En tout cas, faire en sorte que l'État soit suffisamment fort dans Dassault pour que les décisions prises soient en fonction de nos intérêts et non pas à nos intérêts. Certainement, c'est pas de vendre à n'importe qui, bien au-delà, bien au contraire. Donc voilà, j'ai donné une réponse à un pôle public de l'armement avec tout ce que ça définit. Merci beaucoup Eric, et j'espère que ce débat, dans le cadre de cette programmation, de cette loi de programmation militaire, aura lieu. Il aura lieu, mais encore une fois, je crains qu'il n'ait pas lieu sur le contenu des choses, et ça, c'est pas admissible. Merci. Merci.